1, 2, 3, fight! You win! Merci d'être là déjà, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va vous parler de Continuous Delivery et faire un retour d'expérience sur ce qu'on a vécu à OVH, ce qu'on a fait, d'où on vient, ce qu'on a testé et ce qui nous a amené à développer CDS et atteindre plus de 5 millions de workers en une année. On va commencer par se présenter. Je vais laisser mes camarades se présenter d'abord. Bonjour à tous, moi c'est Benjamin Kounen, je bosse chez OVH depuis 3 ans et demi, je suis d'origine belge, c'est important quand même, j'en suis assez fier. Et voilà, ça fait un moment qu'on bosse ensemble sur le sujet. Hello, moi c'est Richard Leterrier. Ah oui, il faut rester dans le cadre, hop là. Du coup, moi j'ai rejoint l'équipe, je suis le petit nouveau de l'équipe, j'ai rejoint l'équipe en septembre l'année dernière. Je suis pas belge, mais j'aime la bière autant que lui. Quoi dire d'autre? Pas grand-chose. Je vais te laisser te présenter. Ah, je suis normand. Ouais, mais ça, faut pas le dire ici, en fait. On n'aurait pas dû. Et donc, Steven Guilleux, je suis là depuis mi-2015 à OVH et dans l'équipe de Continuous Delivery. Moi, je suis breton. On va faire un peu d'historique. On va revenir à fin 2014. Ça fait 15 ans déjà que OVH existe, que OVH grossit, qu'on commence à accumuler pas mal de code, surtout des gros repos, un gros monolithe. Il devient difficile de se déployer dessus. Il y a peu de personnes qui vont avoir les droits de mettre en prod et on a besoin d'avoir plus de modularité, d'être plus souple. Donc on va commencer à aller vers une tendance de microservices où les gens vont devenir responsables de leurs applications, du dev jusqu'à la mise en prod et dans le suivi après. Donc c'est quelque chose qu'on va faire de manière opportuniste sur les évolutions, on va essayer de sortir des bouts de ce monolith et de développer des microservices. Évidemment, on ne déploie pas un gros monolithe comme on déploie 150 microservices. Tout ça, ça va demander de l'organisation. Donc les équipes vont commencer à s'outiller un petit peu, chacun à sa manière, chacun avec le temps qu'ils ont. Donc on va avoir des GitLab qui vont commencer à sortir de terre, des Jenkins, c'est très bien. On va avoir des gens qui sont plus à même de gérer des scripts bash, c'est plus rapide, ça va être moins coûteux. Il y en a qui vont mettre en prod avec un git pull, on fait du Perl, du Python, ça marche. Hein. Il n'y a rien besoin de compiler, c'est efficace. C'est pas idéal, mais ça fait le taf. Voilà. Et des équipes n'ont rien parce qu'elles n'ont pas le temps, il faut monter une infra, il faut la gérer l'outil d'intégration continue, enfin ça prend du temps. Du coup, il a été décidé début 2015 de monter une équipe au sein d'OVH pour gérer l'ensemble du Continuous Delivery pour toute la boîte. Son rôle, du coup, ça va être de gérer l'écosystème. Donc, on ne va pas parler que de l'outil de build, mais aussi la gestion des sources, les hosters d'artefacts et tout ce qu'on va pouvoir trouver et ce qu'on va avoir besoin pour builder et déployer. Un autre rôle, forcément, c'est de être de sensibiliser les gens et les former. Tout le monde ne connaît pas les pratiques de CI/CD. Certains connaissent le CI et pas la CD, donc il faut falloir les amener à faire évoluer vers un mode où on va pouvoir tout automatiser. Et il y a un autre rôle, du coup, c'est de mutualiser les efforts sur la plateforme et pas que chaque équipe redéveloppe chaque bout qui permet de déployer à tel endroit, etc. Petit rappel rapide de qu'est-ce que le Continuous Delivery. Donc c'est assez schématique, hein, je ne suis pas rentré dans les détails de toutes les phases de test, etc. Ce n'est pas le but. Je voulais juste dire que c'était l'extension de l'intégration continue. L'intégration, on va s'arrêter au test. Dans le Continuous Delivery, on va créer des releases, on va faire des tags, on va faire du semver, on va générer des changelogs et on va déployer en prod de manière automatique. De manière automatique, c'est-à-dire que tout ne se fait pas tout seul sans action. On peut très bien avoir une action manuelle, un clic qui démarre un script qui fait, ça marche, c'est bon. Tout n'a pas besoin de faire du continuous déploiement déployé automatiquement. Du coup, la première mission de l'équipe, ça va être de s'outiller. À cette époque-là, OVH, on utilise Gitolit. Donc c'est bien, c'est simple, ça offre pas des choses de ouf, mais pas de pull request.
pull request, on va envoyer des mails sur une mailing list pour est-ce que quelqu'un peut regarder, émerger et puis proder. Donc c'est pas top. On est parti sur Stash, parce que ça offre finalement tout ce qu'un hoster Git peut faire. Ils font à peu près tous la même chose. Il est complètement intégré à la suite Atlassian qu'on avait chez nous. On s'est dit pourquoi pas. Et pour l'outil de build et de déploiement, on est parti sur Bamboo. Les choix, c'était un outil qui soit simple à déployer, qui implémente les principes du continuous delivery et pas que de la CI. Donc, ce qu'on avait besoin, c'était des notions de déploiement, d'environnement. Des gestions d'ACL fines, donc un outil multitenant. Et le fait que ce soit intégré à la suite Atlassian, ça nous fait le package, on est content, quoi. Quelques mois plus tard, on regarde ce qu'on a fait. Donc les équipes ont beaucoup apprécié l'outil. Beaucoup d'équipes sont venues. Les notions de pipeline et tout ça s'est bien passé. Petit plus pour les notions de déploiement et de pipeline de déploiement qui sont dans Bamboo, qui sont quand même assez efficaces. Dans Bamboo, on va définir des environnements. Je définis ma staging, ma prod, ma pré-prod. On définit un ensemble de variables, donc ça peut être l'host sur lequel je vais déployer telle chose, et des scripts de déploiement. Et ça marche. On peut conditionner, je lance tel déploiement si le build vient de telle branche, c'est cool. Et vu que c'est connecté à Stash et à Jira, ça génère un changelog, j'ai l'ensemble des Jira que je veux déployer. Les équipes sont quand même ravies. Beaucoup d'équipes viennent. Et Bamboo, il n'a pas aimé un peu cette charge. Cette charge, ça lui a pas fait du bien. L'outil a commencé à ralentir. Certaines pages mettent plus d'une minute à s'afficher, ça commence à devenir un peu pénible. Donc les gens se disent, c'est pas grave, si lui est lente, on va passer par les API ou par une CLI, c'est pas grave. Tu peux pas. Tu peux pas créer de pipeline via l'API, parce que c'est pas possible, quoi. Je crois que je suis même pas sûr que tu pouvais lancer à l'époque des pipelines. Du coup, c'est un petit peu problématique. La gestion de CL est assez complète. Elle a un point noir, c'est que pour créer un pipeline, il faut être admin de Bamboo. Alors, on en a créé des pipelines vides, c'est cool, mais on avait un peu autre chose à faire. On commençait à avoir des limites dans les exécutions des jobs. Alors, Bamboo arrive avec le système de pricing de Bamboo, c'est plus tu payes, plus tu peux avoir je sais plus si ça s'appelle des workers ou des agents, plus tu peux en avoir, et c'est capé à 100 au max, quoi qu'il arrive. Des gens qui font des microservices, on va passer sur 80, le premier stage, il y a 3 jobs, le mec qui déploie tout en même temps, ça fait 240. Ouais, t'as pris toute la queue pendant 15 minutes, là, c'est un peu chiant, quoi. Donc on a des problèmes comme ça, et on a des problèmes d'isolation de workspace. Des gens qui veulent faire du Docker, du coup on leur donne accès au démon Docker. Tu peux mapper des choses, oulala, mais... T'as cassé notre répertoire .ssh. Merci. Bon, des petits problèmes comme ça. Et on a aussi des problèmes pour gérer je vais pas te tenter ce mot-là. La multitude en fait de techno qu'on va pouvoir builder à OVH. Et pour ça, je vais laisser la main à Richard. Alors du coup, effectivement, la multitude de techno, donc c'est le moment de faire un petit point en fait sur alors qu'est-ce que c'était à l'époque et en fait qu'est-ce que c'est aujourd'hui, parce que finalement l'écosystème a un petit peu évolué, mais on retrouve les mêmes composants. Qu'est-ce que c'est donc l'écosystème quand on fait du développement logiciel chez OVH? Alors déjà, c'est plein de langages, c'est varié. Alors chez OVH, on fait pas mal de Python, on fait pas mal de Go. On a du Perl, historiquement, on fait du Node, on fait un peu de C, on commence à faire un peu de Rust, etc. Donc, un tout petit peu de Java aussi, on fait un tout petit peu quand même. Et pour le coup, du coup, tous ces langages, il faut qu'on les prenne en compte dans cette solution de Continuous Delivery. De même que ces langages, on a aussi tout un tas de plateformes diverses et variées. Alors, on va travailler sur du Linux, sur du Windows, avec différents OS. On va vouloir déployer des conteneurs sur des infrastructures plutôt Mesos ou Kubernetes maintenant. On fait de l'OpenStack. Quand on va vouloir faire des problématiques plutôt infra, on va avoir du Puppet, de l'Ansible, on va avoir différents
technologie de base de données et de queue. Donc tout ça, en fait, il faut que ça soit pareil, inclus, en fait, pris en compte, qu'on puisse dialoguer avec qu'on puisse plugger ça au système de continuous delivery. Donc, si on résume un petit peu à travers la présentation que vous a fait Steven tout à l'heure et qu'on joint tout l'écosystème, en fait, on a été capable d'isoler les besoins principaux qu'on attend, nous, chez OVH, et globalement, quand on fait du continuous delivery, les besoins qu'on attend en fait d'un outil de CD. Le premier, certainement le plus essentiel, il faut qu'il soit flexible. Alors par là, qu'est-ce qu'on entend? On veut pouvoir modéliser notre delivery process intégralement. Et les delivery process, parfois, ça peut être assez compliqué. Donc on veut pouvoir bénéficier de ce qu'on connaissait déjà avec des outils comme Bamboo, donc la notion de pipeline, la notion de stage, jobs, quelque chose qui est assez classique en fait, qu'on retrouve dans la plupart des outils de CI/CD. On veut par moment pouvoir mettre des conditions. Donc si par exemple dans notre processus on a des étapes de déploiement, on veut pouvoir les conditionner, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mettre une action manuelle pour pouvoir déployer en prod. On veut gérer des permissions, c'est pas n'importe qui va pouvoir déployer en production. Donc ça peut être des permissions assez fines pour dire c'est tel groupe d'utilisateurs qui aura le droit de déployer, tel autre sur une plateforme de pré-prod, etc. On veut pouvoir dessiner en fait dans ce process les étapes de déploiement. On veut pouvoir avoir des notifications, avoir des retours par mail, des retours par messagerie, savoir s'il y a quelque chose qui s'est bien passé, qui s'est mal passé. Tout ça, c'est des choses qu'on retrouve en fait dans beaucoup d'outils déjà. Et quelque chose de très essentiel aussi, on veut pouvoir factoriser. Parce que dans un même workflow de déploiement, généralement, si vous faites les choses à peu près bien, vous allez déployer de la même manière en dev qu'en pré-production ou en production. Ou au moins, vous allez déployer en pré-production de la même manière qu'en production. Et du coup, cette partie déploiement, c'est quelque chose qui doit être potentiellement identique à quelques variables près. Et donc, on va vouloir pouvoir factoriser ces étapes. Donc, build, ici, j'ai mis déploiement, et il peut y en avoir tout un tas d'autres. Ensuite, deuxième point, on veut qu'il soit extensible, cet outil. Alors, pour qu'il soit extensible, le but, avant tout, c'est, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est de s'intégrer dans la suite de logiciels, de langages qu'on trouve. Donc, on va vouloir une notion de plugin. Tout à l'heure, on disait Bamboo, les API, on ne peut pas se plugger dessus, on ne peut pas rajouter d'outils. Ça, c'est quelque chose qui est dommage, en fait. On veut justement, pour pouvoir développer des notions d'intégration à différents outils, que ce soit GitHub, GitLab, que ce soit Kubernetes, que ce soit tout ce qu'on a vu tout à l'heure. On veut qu'il soit élastique. On a décrit effectivement le problème. Si jamais on lance un tas de jobs, il y a de la file d'attente. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. En fait, on ne veut pas qu'une équipe soit impactée par une autre en disant non, il a lancé un quart d'heure de job, là, tu reviendras tout à l'heure. C'est quelque chose qui n'est pas possible, à l'échelle d'une société en tout cas. Il faut que ce soit rapide, il faut que en quelques secondes, les jobs soient partis. Parce qu'il faut, ce qui est important dans Continuous Delivery, on l'a certainement déjà dit, mais il faut que le feedback soit rapide. Donc c'est ça, c'est garantir un faible temps d'attente. Par la même occasion, si on peut éviter la consommation inutile de ressources, pas laisser des slaves qui tournent pendant des jours, en fait 24 sur 24, non. Là, dans l'idée, on va essayer de spawner des choses, avoir un environnement pour construire, et puis le supprimer dès qu'on n'en a plus besoin. Et il faut que les environnements soient personnalisables. On ne veut pas une machine sur Linux pour builder à chaque fois. On veut potentiellement builder sur de l'Ubuntu, sur du Debian, on veut builder pour macOS, on veut builder pour Windows, on veut builder dans tel et tel langage. Donc il faut que l'environnement soit personnalisable. Il ne faut pas que ce soit à un admin d'aller installer des outils sur les différents slaves, etc. Justement, je parlais d'admin. L'outil, il faut qu'il soit self-service. L'admin, il faut qu'il soit déchargé de toutes ses actions, d'aller installer, d'aller customiser des environnements pour builder des jobs, etc. Ce n'est pas de son ressort.
il faut que l'utilisateur il soit autonome pour créer ses projets. Dans ces projets, qu'il puisse gérer les droits. Donc il va créer des pipelines, des stages, des jobs, etc. C'est à lui de faire sa gestion. En fait, s'il n'a pas à devoir demander à un admin, est-ce que tu peux me donner les droits pour que je puisse exécuter tel pipeline? Ça ne fait pas de sens. Et également, créer les environnements d'exécution. Donc si un utilisateur, si un développeur chez OVH veut builder dans telle ou telle version de Go, parce qu'on en fait beaucoup, et qu'on ne l'a pas, il faut qu'il puisse rajouter un environnement d'exécution pour Go 1.12 par exemple. Tout ça, c'est les 4 points principaux. Et en fait, il y en a plus. Donc je les détaille un peu moins, mais il faut évidemment que cet outil soit hautement disponible. Donc hautement disponible, ça veut dire également que si on le met à jour, il ne faut pas qu'on ait à demander aux gens qui délivrent en continu d'arrêter de délivrer. C'est un peu ironique, si en mettant à jour l'outil de delivery, on demande aux gens d'arrêter de délivrer, ça ne le fait pas. Il faut que les utilisateurs d'ailleurs puissent automatiser aussi des choses par-dessus l'outil. Donc on va essayer on va vouloir des API REST, une ligne de commande correcte, ce qu'on n'avait pas forcément avec d'autres outils. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure aussi sur la notion de pipeline qu'on va vouloir factoriser, mais il faut que les composants à l'intérieur de cet outil soient réutilisables. Donc, pour à chaque fois diminuer la charge de travail, à chaque fois qu'on veut dupliquer un projet, rajouter quelque chose, avoir le moins d'actions à faire. Et quelque chose qui était essentiel pour nous également, il fallait qu'on puisse le hoster nous-mêmes. Une solution cloud, chez OVH, on a une infrastructure disponible qui est quand même suffisante, suffisamment importante pour devoir aller chez Amazon ou quoi que ce soit pour builder. pour pas les citer. Et donc, quelle solution? Alors, on avait déjà essayé plusieurs solutions. On avait des Jenkins, des Bamboo, des GitLab CI. En fait, plein d'outils installés à différents endroits, donc gérés par des teams indépendantes. Peut-être que en fait, la solution, déjà, ce serait à l'échelle de l'entreprise d'avoir un seul outil. Si possible, as a service, ça nous arrangerait pas mal. Et ça, en fait, il y a des outils qui le font, mais qui ne couvrent pas forcément l'intégralité des plateformes et des langages qu'on a vus tout à l'heure. Donc la deuxième question, c'est est-ce qu'il fallait créer un nouvel outil? Peut-être. Et pour répondre du coup à cette question, je vais laisser la parole à Benjamin. Voilà. Grosse question. Du coup, c'est là qu'est né CDS. Alors CDS, c'est assez recherché, hein, c'est pour Continuous Delivery Service. C'est né en fin 2015, donc on a commencé à le développer en fin 2015. On l'a open sourcé un an après, en octobre 2016, pour un summit OVH. Du coup, c'est open source, c'est sur GitHub. Tout notre boulot au jour le jour, quotidiennement, on travaille totalement sur GitHub, rien n'est caché. C'est développé totalement en Go, avec un front en Angular 7 ou 8, la dernière version. Ça évolue tellement vite. Et du coup, pour CDS, en fait, comme disait Richard tout à l'heure, on n'a pas réinventé la roue, on s'est quand même basé sur des concepts existants qui viennent de la littérature sur le continuous delivery, avec des stages, des pipelines et tout ça. Et en plus, on n'est pas très doué pour inventer des noms, comme on peut le voir. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait partir sur des concepts qui étaient assez communs. Par contre, CDS, il va quand même un petit peu plus loin en introduisant juste un nouveau concept qui vient par-dessus, qui s'appelle les workflows. En fait, les workflows, du coup, ça ressemble à ça, et c'est ce qui va nous permettre, sur CDS, d'avoir cette flexibilité qu'on recherchait dans nos critères. Alors ça, c'est la vue dans CDS d'un workflow. C'est un workflow assez simple, où on va builder. On va builder, on va compiler, quoi. On va tester au Canada et en Europe. Et après, on va le déployer au Canada et en Europe. Alors du coup, c'est quoi un workflow CDS? Un workflow CDS, c'est un enchaînement de pipelines. Là, par exemple, le build, c'est un pipeline. J'ai bien dit un pipeline et pas une pipeline. Sinon, je vais me faire engueuler par mes collègues.
Du coup, là, c'est un enchaînement de plusieurs. On voit qu'il y a build, il y a les tests et il y a le deploy. Le petit octocat au-dessus, c'est un hook entrant. On a aussi des hooks sortants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, si on va faire un git push sur notre application, on lui indique tu triggers l'overflow, tu lances toutes les pipelines qui vont suivre en fonction des conditions qu'on aura mises dessus. Je reviendrai là-dessus. On a d'autres types de hooks comme des hooks des webhooks normaux, des hooks sur des queues et tout ça. Et on a des hooks sortants aussi, donc pour déclencher un call sur une URL ou des choses comme ça. Alors, du coup, je sais qu'on insiste beaucoup sur le principe de réusabilité, de réutiliser ce qu'on fait, pas faire des copier-coller. Généralement, quand on a une appli, imaginons une appli en Go, pour la compiler, la déployer et tout ça, ça reste souvent homogène, donc ça reste souvent pareil. Et ce qu'on trouve souvent dans les CI/CD, c'est qu'on va faire des copier-coller dans plusieurs pipelines. Si demain on doit changer juste un truc, on doit le répercuter sur tout ce qu'on a fait, c'est un peu chiant. Moi, on en fait mi on sport, c'est connu. Du coup, en fait, grâce à ça, nous, on a les pipelines. Derrière, par exemple, ici, on a test.ca et test.eu. C'est le même pipeline derrière, avec les mêmes scripts que vous avez codés. En fait, ce qui va changer en fonction de l'exécution, c'est le contexte qu'on aura mis sur ces pipelines. Si on regarde sur test.ca et test.eu, on a MyApplication qui sera une application et Canada qui sera l'environnement. En fait, MyApplication et Canada, donc Canada c'est l'environnement, ça va être du contexte qu'on va rajouter à notre pipeline. On aurait pu en ajouter une troisième ou une quatrième, ou etc. avec d'autres contextes donc, qui vont exécuter à l'intérieur des variables qui sont différentes. C'est comme ça en fait qu'on garde le même code, mais les variables sont différentes. C'est comme une fonction qui prend des paramètres, c'est juste qu'on lui donne des paramètres différents. Au niveau de l'application, ça prend pas que des variables, il y a aussi le repo GitHub qui est lié. Par exemple, si on veut déployer l'application, comme ça, il sait sur quel repo GitHub il doit lui dire j'ai déployé mon appli, ou si on fait un git clone, il saura quel repo cloner. Donc voilà, ça c'est le fait de pouvoir réutiliser les pipelines avec du contexte en plus. Si on zoome au sein d'un pipeline, j'ai failli dire on se retrouve avec cette vue-là. Oh, les couleurs sont bizarres, j'ai l'impression. Mais bon. Du coup, il y a d'autres concepts au sein d'un pipeline et ça va être des concepts du coup plutôt connus avec des stages. Ici, on a deux stages, le stage build et le stage test, avec au sein de ces stages des jobs. Les stages, elles vont s'exécuter en séquentiel, tandis que les jobs au sein d'un stage vont s'exécuter en parallèle. Donc imaginons à gauche ici dans le stage build, on a compile Darwin, compile Linux, compile Windows qui sont chacun des jobs et qui vont se lancer tout en parallèle. Donc ici on voit bien l'intérêt, c'est que on va pas lancer la compilation pour chaque archi séquentiellement, on va les faire en parallèle et une fois que ça sera terminé, ça passera au stage suivant. Et chaque job, retenez bien ce petit icône parce qu'il va revenir dans les slides suivantes, c'est lancé sur un worker. Donc chaque job est lancé sur un worker différent. Ce qui veut dire qu'un worker, en fait, c'est soit une machine physique, soit une VM, soit un conteneur. C'est vous qui décidez dans quel environnement d'exécution vous voulez exécuter vos scripts. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis dans mon job compile Darwin, là, le premier, que je fais un mkdir test, à la fin de ce job-là, je fais un ls, je vais retrouver test. Par contre, dans les autres jobs, ou même dans les jobs d'après du stage suivant, on ne retrouvera pas ça. Parce que à chaque fois, ça recrée un nouvel environnement d'exécution et ça se recycle. Donc dès qu'il est fini, ça se tue. Il n'y a pas besoin de faire du clean sur le file system à la fin, au bout d'1 mois ou des choses comme ça, parce que tout est recyclé automatiquement par CDS, que ce soit sur une machine physique, forcément sur les conteneurs, et sur des VM aussi. Du coup, par exemple, si on voulait se passer des fichiers, on serait passé par des artifacts upload et artifacts download dans le stage d'après. Ça reste assez classique. Ce qu'il faut savoir aussi,
c'est qu'on peut conditionner les stages, on peut mettre des conditions sur les stages. Alors généralement, les gens ne voient pas l'intérêt, parce qu'on peut aussi mettre des conditions sur les pipelines, j'y reviendrai après. Là, c'est un exemple. En fait, CDS, nous, on compile, on teste et on déploie CDS via CDS. C'est une boucle comme ça. Et même, ce qui est assez drôle, c'est qu'on fait des tests d'intégration et ça, donc on déploie un CDS dans CDS. C'est assez drôle. On a notre pipeline de build, là, un exemple. C'est le vrai, je pense que ça va peut-être changer depuis un peu, mais dans l'idée, c'est comme ça. Avec 3 stages, le stage build minimal, le stage build other OS arch et le stage package. Du coup, ici, la condition sur le stage build other arch là, le stage 2, quoi, le deuxième stage, il y a une condition dessus, on voit, il n'a pas été lancé. La condition, en fait, on s'en sert pour dire, bah, si t'es pas sur master, si la branche c'est pas master, tu vas pas builder mes autres OS, mes autres archis, parce qu'en fait, on s'en sert pas pour tester, on s'en sert pas pour déployer non plus. On va s'en servir parce qu'on va faire une release, donc forcément, si c'est sur master, on va les builder, mais sinon, non. Du coup, ça nous fait gagner pas mal de temps sur l'enchaînement de nos pipelines quand on est en dev, quoi. Ok. Alors, du coup, je reviens à la vue précédente. Ça, c'est la vue quand on a lancé un build sur un workflow et tout s'est déroulé correctement, comme d'habitude, bien sûr. Et on voit que le dernier pipeline deploy EU, là, il ne s'est pas exécuté. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, sur chacune de ces boîtes, là, chaque pipeline, on peut lui mettre ce qu'on appelle des run conditions, des conditions de lancement. Et sur celle-là, on lui a juste dit, nous, on ne veut pas déployer automatiquement en Europe, on veut déployer à la main. C'est comme ça, demandez pas pourquoi. Et du coup, sur chaque pipeline, on va pouvoir mettre des conditions. Alors, ça peut être super basique, comme là, juste manuel, comme ça peut être beaucoup plus compliqué. Un exemple intéressant. Avant, au tout début, quand on avait notre workflow CDS qui buildait CDS, pour la frime, on faisait vraiment du continuous deployment. Du coup, tout était automatique. Une fois que ça arrivait sur master, ça allait directement en prod. Ça, c'est chouette. Mais comme on est dans une équipe de passionnés un peu, on bosse aussi le week-end. Et parfois, ça arrivait qu'il y ait des PR qui soient mergés sur master le week-end. Ça mettait en prod le week-end. C'est pas forcément souhaitable. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que, ce qu'on a imaginé, c'est que sur les run conditions, on peut, en fait, les run conditions, c'est par rapport à des variables qui sont créées quand un pipeline ou un workflow se lance. Donc, on va avoir la branche, on va avoir le nom du pipeline, on va avoir le hash ou des choses comme ça. Et en fait, dans les conditions un peu plus avancées, on peut utiliser des scripts Lua et on a écrit un petit script Lua pour lui dire qui retourne true ou false et on lui dit si tu es de lundi à vendredi entre 9 et 18 heures, tu peux proder automatiquement. C'est un cas d'usage de conditions avancées qu'on peut utiliser dans CDS. Il y en a plein d'autres. Vu que c'est du Lua pour les conditions avancées, sinon c'est du clic-clic et ça se passe très bien. Mais quand vous voulez faire des trucs un peu plus avancés, un petit script Lua, ça nous donne pas mal de possibilités. Alors ça, c'était pour la partie flexible. On a la partie extensible, comme disait tout à l'heure Richard. On a plein de plateformes, on a plein de choses chez OVH et on veut s'intégrer avec tout ça. Et du coup, on a ce qu'on appelle les intégrations. Par exemple, ça c'est celles qui sont déjà développées, déjà dispo. On a l'intégration Kafka et RabbitMQ. Comme je disais tout à l'heure, les hooks entrants. On va pouvoir configurer un hook entrant sur une queue Kafka et ajouter des run conditions pour dire ok, si ce message contient un coucou, tu te lances avec les variables qu'il y a dans le message de la queue Kafka et tu fais tout ce que tu veux. Tu peux manipuler après le message Kafka dans ton pipeline. On a du Docker, du Swarm avec du Kubernetes, du Mesos Marathon. Ça, c'est l'infra sur laquelle vous voulez déployer. On a aussi OpenStack et VMware.
L'infra sur laquelle vous voulez déployer, c'est directement dispo avec une intégration. Mais aussi, vous pouvez choisir, par exemple, si vous avez un cube, vous pouvez choisir de tous les workers, vous les lancez sur votre cluster cube. Et du coup, c'est une intégration qui est faite, dispo. Et ça se lance automatiquement sur votre cluster cube. Ça vit, ça tue les workers, on va en parler après. Et ça fait sa vie toute seule. On supporte comme versionning, comme système de versionning Bitbucket, GitLab, GitHub. Et bientôt Gerrit. Il va être prodé là. Et du coup, comme c'est open source, on compte un peu sur vous aussi pour ajouter vos contributions. Par exemple, GitLab, c'est pas nous qui l'avons développé parce qu'on n'utilise pas GitLab chez OVH. C'est un contributeur externe et ça fonctionne très bien. Normalement, on a fait des interfaces qui sont simples à créer. Donc, libre à vous pour vous faire plaisir le week-end. Ou la semaine, hein, ça marche aussi. Je laisse la main du coup. Merci Julien Lepers. On va revenir sur la partie élastique. Donc la partie élastique, ça va être le fait de pouvoir répondre facilement au fait que tout le monde se mette à pusher en même temps et qu'il y ait 200 jobs dans la queue. Et au fait de, s'il n'y a pas d'activité, je ne veux pas de workers qui font rien, parce que ça consomme des ressources et c'est un peu inutile. Pour ça, on a un composant qui est une hatchery. Donc une hatchery, c'est un binaire, c'est développé en Go, donc ça, vous pouvez mettre à peu près où vous voulez. Elle a besoin de pas grand-chose, elle a besoin d'un token que vous pouvez générer via la CLI, qui va lui permettre d'avoir son accès, son groupe, donc pour la restreindre à ce qu'elle peut faire, et avoir accès à l'API de CDS. Et c'est tout. Une fois qu'elle a ça, on la démarre, elle se connecte à l'API de CDS, elle se met en écoute d'un flux événementiel, donc c'est du SSE, et l'API va lui pusher dès qu'il y a un job en queue, tiens, il y a ça à faire. Elle va récupérer ce job, elle va se dire, tiens, qu'est-ce que tu as besoin? Donc elle va analyser le job, on va voir après comment elle fait ça, et elle dit, ok, moi je peux faire ça, du coup je vais démarrer un environnement d'exécution dans lequel je vais mettre le worker CDS, et ça va faire le boulot. Cet environnement d'exécution, on va appeler ça un worker model. Et on y reviendra juste après. Donc comment est fait la hatchery pour connaître les besoins d'un job? C'est déclaratif. Donc les users vont mettre sur leur job, moi j'ai besoin du binaire Docker. Donc il va dire, ok, je veux le binaire Docker. Et la hatchery, elle va s'assurer qu'elle lancera un environnement d'exécution, donc un worker model où le binaire Docker sera disponible. On va pouvoir mettre des prérequis au niveau network. Est-ce que tu peux atteindre cette IP, par exemple? Si vous connaissez déjà le worker model, le nom de votre worker model sur lequel vous voulez aller, parce que c'est le vôtre et vous avez installé des choses bien spécifiques dessus, vous pouvez rentrer son nom. Vous pouvez rentrer un hostname, dire j'ai besoin de temps de mémoire, etc. Je vais faire un aparté sur la partie service, parce que c'est quand même plutôt cool. Benjamin a dit tout à l'heure, on build CDS, CDS se build et se déploie lui-même, et on arrive même à lancer CDS dans CDS. C'est grâce à ça. Pour faire des tests d'intégration, vous avez souvent besoin de des choses. Vous avez besoin finalement de ce que vous venez de packager. Vous avez besoin peut-être d'une base de données. Alors je vais prendre l'exemple de CDS. CDS, pour fonctionner, il a besoin d'un Postgre. Ok, je vais renseigner un prérequis service, je vais l'appeler PG, et je vais renseigner l'image Docker de Postgre. J'ai besoin d'un Redis, je fais pareil. Et puis je vais tester CDS. Tiens, si je mettais l'image Docker que j'ai buildée juste avant. C'est cool ça. Donc hop, on met ça, ça va lancer un CDS. Je mettrais bien une hatchery, peut-être comme ça je pourrais lancer des workflows CDS dans un CDS qui est lancé dans CDS. C'est pas mal, on peut lancer une hatchery. Ce qui va se passer techniquement derrière, c'est que ça va créer un réseau privé entre tous ces conteneurs qui seront accessibles qu'entre eux. Et du coup, une fois que c'est ça, le job va démarrer et je vais pouvoir faire des appels API sur CDS. Je vais créer un workflow, je vais le lancer, je vais regarder s'il se termine bien. Donc ça, c'est les prérequis service. On peut attacher des volumes, on peut mettre des restrictions sur l'architecture. On a, du coup, la hatchery lance finalement ces environnements d'exécution, elle les lance pas n'importe où. On a 6 hatcheries. On a la hatchery locale, c'est plutôt pour du dev. Finalement, son environnement d'exécution, c'est le host sur lequel elle est. Donc elle va lancer des workers sur le host sur lequel elle est, et du coup, elle aura accès les workers ont accès au pass du host, etc. Une hatchery Mesos, marathon, même pour être plus précis.
Donc elle, ces environnements d'exécution, ces worker models, ça va être des images Docker. Donc une équipe qui a un besoin spécifique, qui a besoin de soft qui répond à ses besoins, va pouvoir tout seul construire son image Docker, dans laquelle elle veut builder, l'enregistrer sur CDS, ce sera restreint à son groupe d'utilisation. Un des principes, c'est aussi d'être multitenant et de ne pas déborder, de rester isolé. Et du coup, voilà, le worker va partir sur Marathon. Niveau image Docker, du coup, il y a une Hatchery Swarm, une Hatchery Cube qui vont fonctionner pareil. Et on a OpenStack et vSphere, où du coup, là, le worker model, ça ne va pas être un conteneur, ça va être une VM. Donc un utilisateur, il dit moi je prendrais bien une VM qui va renseigner les flavors, et puis je préinstalle tout ça sur ma VM, j'enregistre ça dans CDS, et du coup la Hatchery sera capable de popper cette VM à la volée. Et dès que le job est terminé, on détruit tout. Donc dans le cas des VM, on détruit la VM. Dans le cas du conteneur, on détruit le conteneur. Il ne reste aucune trace. Et il y a plein d'autres choses. Donc pour résumer un petit peu, là on a illustré donc la flexibilité. Donc vous avez vu toutes les notions, en fait, les concepts primaires de CDS. On a vu la partie élasticité, donc à travers les hatcheries. Donc là on va pouvoir scale, avoir des conteneurs à travers différentes infrastructures. Donc on répond bien aux besoins. La partie extensibilité, on a parlé des intégrations. Donc c'est pour répondre également à ce besoin-là. Et la partie self-service, en fait, tout ce qu'on vous a montré, un utilisateur peut le faire lui-même. Même lancer une hatchery, donc tu viens de le dire, elle sera lancée pour exécuter les jobs d'un groupe restreint pour cet utilisateur-là, mais il peut la lancer lui-même sur sa propre infra s'il le souhaite, du moment qu'il a accès à l'API de CDS, en fait. Et du coup, CDS, c'est plein d'autres choses. Donc là, je vais vous présenter 3 features supplémentaires. Donc la première, c'est Ascode. On vous a montré l'UI de CDS. Donc c'est bien pratique parce que comme ça, on visualise les workflows, on visualise les pipelines, etc. Donc on peut s'amuser à tout créer en faisant des clics dans l'IHM. Mais en fait, comme plein d'autres outils, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plutôt Ascode, c'est-à-dire qu'on va prendre notre workflow, son pipeline, en fait, toute la manière dont tout notre processus de continuous delivery, on va vouloir le mettre à côté de nos sources. Et bien ça, vous pouvez le faire avec CDS. Donc là, sur le petit screenshot, ce qu'on voit, c'est la définition. Donc c'est du YAML d'un workflow. Là, elle est tronquée. Je vous montrerai, si on a le temps pour la petite démo juste après, à quoi ça peut ressembler concrètement sur un vrai cas d'usage. Donc vous allez avoir toutes les notions de workflow, pipeline, action. Les worker models également peuvent être Ascode. En fait, toutes les notions de CDS, on veut un maximum que ça puisse être en configuration. Deuxième notion, c'est les modèles de workflow. Alors, on parlait de factorisation. Donc la factorisation, en fait, on en a à plusieurs étapes à travers ces différents concepts. Donc les actions, là, première étape, on peut représenter un petit peu les concepts comme ça, de manière imbriquée. Alors les actions, c'est vraiment l'élément unitaire. C'est un script shell ou Python, peu importe, que vous allez exécuter, un checkout git, ce genre de choses. Vous avez des actions, là, ce que je viens de décrire, c'est des actions de type built-in. C'est des actions qui sont codées dans CDS, qu'on va vous fournir. Vous allez avoir des actions plugin. Donc là, vous allez pouvoir coder vous-même vos propres actions pour, par exemple, lancer un outil tierce de test, si vous le souhaitez. Et vous allez pouvoir composer des actions personnalisées à partir d'autres actions. Donc ça va vous permettre en fait de retirer, si vous vous souvenez tout à l'heure du slide qui présentait le contenu d'un pipeline, d'un stage et d'un job, du coup, plus précisément, c'était une suite d'actions. Avec ces actions personnalisées, vous allez pouvoir extraire du contenu en fait de ces pipelines pour les réutiliser dans d'autres pipelines éventuellement. Donc on a de la factorisation sur les actions. Sur les pipelines, c'était le premier point en fait, auquel on voulait répondre. C'était ce que j'ai décrit au début, c'était si on veut déployer plusieurs fois de la même manière, on veut idéalement maintenir qu'un pipeline. Donc on l'a également. Au-dessus, on a le workflow. Alors pour le coup, le workflow, c'est quelque chose qui est instancié, qui vit sa vie, qui est propre à votre processus, à votre métier. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas factoriser en tant que tel. Et donc,
par-dessus ça, on a rajouté récemment la notion de modèle de workflow, donc les workflow templates. Qu'est-ce que ça va apporter ces templates? C'est quelque part un outillage supplémentaire qui va vous permettre rapidement de générer en fait tout ce qu'il y a en dessous, donc le workflow, les pipelines, les actions pour en fait créer de nouveaux workflows. Donc on s'est rendu compte en fait, par exemple sur un projet chez OVH, que généralement les gens, s'ils ont différentes applications, ils vont avoir différents workflows. Et puis les gens, comme ils font souvent des langages qui se ressemblent, etc., ils déploient de la même façon, et bien, ils ont des workflows qui sont très proches, à quelques différences près. C'est pareil, c'est toujours cette petite différence. Et bien, du coup, ils vont pouvoir, au-dessus de leur workflow, en fait, générer un template à partir de ce workflow-là, le personnaliser, mettre les petits paramètres, les petites variables qui vont bien, et puis derrière, appliquer ce template sur différents workflows pour, en fait, toujours de la même façon, avoir une seule source à modifier pour impacter tout leur workflow. Donc s'ils doivent changer la manière dont ils déploient, ils feront la modif une seule fois et ils réappliqueront pour modifier tous les workflows qu'ils ont. Ce template, il a également une autre fonctionnalité, c'est que c'est quelque chose qui va nous donner des éléments clés en main. On entend batteries included aussi dans certains articles, etc. Aujourd'hui, les actions, c'était déjà quelque chose de clé en main. Donc, vous aviez des actions built-in, plugin ou des actions custom qu'un utilisateur peut prendre, hop, utiliser dans ses pipelines. Les pipelines, c'est un peu moins vrai. Parce qu'au final, un pipeline, il porte une partie du processus. Vous pouvez le réutiliser au sein d'un projet, mais vous ne pouvez pas le réutiliser vous ne pouvez pas le partager à travers différents projets sur CDS. Le workflow, ce n'est pas non plus quelque chose qui va être directement, qui va arriver prêt. Par contre, le template, lui, eh ben, on va pouvoir, à l'aide de cette feature-là, amener des choses préfaites. Donc, par exemple, on va apporter un template basique pour builder une application Golang. Donc, il va contenir les premières étapes, et puis derrière, vous pouvez le personnaliser selon vos besoins. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer dans la démo justement l'utilisation de ce template-là pour créer rapidement quelque chose. Si on a le temps. Je pense qu'on aura le temps. Et toujours plus, la fameuse ligne de commande, là on en a parlé, c'est très pratique parce que bon, les IHM, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Et puis ça a un second avantage, c'est que si vous voulez automatiser, donc c'est pratique avec les API, mais avec les lignes de commande, vous pouvez faire rapidement un petit script bash ou shell, comme il vous plaît, pour réaliser des actions par-dessus CDS. Typiquement, la notion de template que j'ai présentée, avant, des utilisateurs l'avaient codé, l'avait automatisé par-dessus CDS en fait, et comme on s'est rendu compte que c'était intéressant, on l'a intégré en tant que feature. Ils avaient cette souplesse-là de pouvoir rajouter des fonctionnalités par-dessus CDS. Alors là, on va raccrocher avec le titre de la presse, du coup, c'est un peu la conclusion. Quelques chiffres. L'année dernière, donc en 2018, on a démarré, à l'échelle d'OVH, du coup, pour nos besoins internes, 5,7 millions de workers. Donc des workers, c'est des VM, des machines virtuelles et des conteneurs. Donc ça représente 12 000 conteneurs par jour et 3 000 machines virtuelles. Donc créées et supprimées à la demande. Donc c'est des choses qui vivent des fois de l'ordre de quelques secondes à quelques minutes, voire peut-être certaines plus. Aujourd'hui, en production, on a un peu plus de 3 000 workflows, partagés par 250 projets. On a 700 utilisateurs en interne. Et on est assez content parce qu'aujourd'hui, on a quand même un peu plus de 1700 stars sur GitHub, donc ça montre un petit intérêt. Et du coup, on commence à avoir des contributions externes sur des sujets, on en parlait, par exemple GitLab, des choses comme ça, où les gens vont venir enrichir en fait le logiciel. Donc là, on a un peu de temps. Je pense que j'ai eu le temps de vous faire une petite démo. Bon, on peut se garder 5 minutes pour les questions, 5 minutes. Ça dépend s'il y a beaucoup de questions. Du coup, n'hésitez pas à ajouter des stars. On sera très contents. On va pas se le cacher. Hein. Alors, on va basculer comme ça. Nickel, c'est un peu petit par contre. Attends. Là, ça va pas être pratique. Est-ce qu'on y voit? Non, toujours pas. Dis-moi, Benjamin.
C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, au fond? Ok. Ok, je vais poser ma balle. Donc là, je suis dans un petit projet Git. Donc là, on espère que ça va bien se passer. Je vais faire un petit test pour vérifier qu'on a accès à Internet quand même. Ici, parfait, nickel, ça marche. Donc j'ai un repo qui est sur GitLab public. Dedans, il n'y a pas grand-chose, en fait. Il y a juste un petit programme Go. Si je l'ouvre, il fait vraiment des choses exceptionnelles. Ah, on ne voit pas du tout comment ça se fait que... Hop, j'ai que la moitié de l'écran. Oui, non, on voit pas. Ça fait des choses, quoi. Bon, il fait Hello World, quoi. Je ne vois pas écrire, du coup. Mais ouais, ce qui ne me rassure pas. Clear. Ah. Clear. Contrôle. Attends, on va enlever ça. Tac, voilà, nickel. Vous y voyez là au moins? Voilà, nickel. Donc voilà, il fait Hello World. J'ai un CDS qui tourne en local. Donc CDS, faut pas avoir peur, hein, c'est quelques services à lancer. Là, du coup, j'ai rapatrié pour le besoin de la démo plusieurs choses en local. Donc j'ai quoi? J'ai besoin d'une base Postgre. Oh, je vais pas vous montrer ça. J'ai besoin d'une base Postgre, j'ai besoin d'un Redis. Et après, en fait, je démarre l'API de CDS avec les différentes composantes. Donc là, j'ai démarré une hatchery locale. Donc, on a vu qu'il y avait des hatcheries Docker, etc. J'ai démarré une locale, donc elle va lancer des jobs sur mon ordi, sur mon Mac. J'ai lancé un service qui est repository, un service VCS, parce que je vais travailler avec GitLab, du coup. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut. J'ai lancé l'IHM aussi. Je précise que pour lancer tous les services CDS, c'est juste une commande à lancer. Hein. Ce n'est pas 10 commandes différentes. OK, donc ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser un nouveau workflow CDS. Donc j'ai un projet qui existe, qui s'appelle Demo. Et donc j'y connais rien à CDS. Je vais créer mon premier workflow. Donc pour ça, je vais utiliser la ligne de commande. Et puis je vais utiliser un template, donc le truc dont je vous parlais tout à l'heure. Et je vais écrire apply. Et là, en fait, ça va me poser plein de questions. Ah, déjà, ça va détecter que je suis dans un repository. Donc, parfait, OK. Est-ce que tu veux l'utiliser? Ouais. J'ai trouvé un projet CDS. Est-ce que tu veux utiliser des mots? S'il y en avait plusieurs, ils me les auraient tous listés. Là, j'en ai qu'un. Je vais faire OK. J'ai 2 templates disponibles. Un template pour créer un squelette de workflow et le même sans la version, sans l'usage d'un Git. Là, c'était au cas où on n'avait pas Internet. Donc, je vais utiliser le premier. Là, il me dit, est-ce que tu veux utiliser le nom de ton repo démo comme nom pour ton workflow? Oui, pourquoi pas. Ton repository. Alors là, j'utilise un template avec un paramètre repository dedans. En fait, ça permet de variabiliser le repository que je vais utiliser dans ce template-là, ce squelette. Et là, il détecte qu'en fait, je suis dans un repo, donc il me propose d'utiliser ce repo-là comme valeur. Je fais OK, très bien. Et est-ce que tu veux l'importer dans CDS? Oui. Donc là, je vais l'importer dans CDS. Ce qui va se passer derrière, c'est que ça va créer un hook dans GitLab pour me notifier, en fait, dès qu'il va y avoir une modification et lancer, du coup, des workflows CDS. Donc, ce que je vais faire, la première action, c'est que je vais ajouter tous mes fichiers, puis je vais les committer. Et les pusher, même. Donc, ça va être CDS as code. Il nous reste 6 minutes, on va se dépêcher. Et je vais les pousser. Hop là. Et après, je vais essayer de voir ce qui se passe du coup sur CDS. Donc, je vais faire un CDS CTL. Ça, c'est notre command line, c'est son petit nom. Hein. Et je vais faire workflow. Donc, il y a tout un tas de commandes. Il y a une aide interactive quand vous tapez les commandes. Je vais faire statut. Et en fait, plutôt que d'afficher tout un statut, parce que là, c'est un peu serré dans ce petit éditeur, je vais traquer ce qui se passe. Bon, là, je n'ai pas été très rapide, en fait. Donc, le truc s'est lancé derrière, et puis toutes les étapes sont déployées. Donc, il m'a créé un workflow. Je vous montrerai vite fait dans l'IAHM ce que ça donne, juste après. Et donc, moi, mon workflow, là, je vais essayer de le modifier. Donc, je vais me dire, OK, je vais ouvrir ce répertoire, là, ce repository. Ça va être tout petit aussi. Hop, voilà. Il m'a créé du coup un répertoire .cds à la racine de mon repository, qui contient tout un tas de fichiers. En fait, là, c'est déjà un workflow un peu avancé, donc il y a différents pipelines, il y a différents environnements et un workflow. Et je vais aller modifier du coup la partie build pour en fait construire mon application Golang et puis essayer de la récupérer et la lancer. Donc voilà à quoi ressemble un pipeline en définition as code. Donc c'est une suite de jobs ici et de packages. Donc je vais rajouter une étape pour check-outer
mon repository en fait. Hop là, je vais y arriver. Donc mon repository en fait, son adresse, je vais pas avoir besoin de la renseigner en fait parce que je vais être lié à une application qui contient en fait le lien avec mon repository GitLab. Donc je vais juste dire check out moi les sources dans mon workspace CDS. Donc voilà. Ensuite, ben là ça faisait écho, mais moi je vais faire un truc un peu plus avancé. Je vais faire vraiment très avancé. Je vais builder une application Go. Voilà. Et puis après, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'action. Ça c'est des actions built-in du coup. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas aligné. Ah non, c'est bon. Si, c'est bon là. Ah, le YAML, ouais. Et du coup, je vais renseigner pour l'artefact upload, qui va me permettre, je vais renseigner ces différents fields pour me permettre d'uploader ce petit binaire démo là que je viens de générer dans CDS et pouvoir le récupérer après. Donc, elle a besoin d'un chemin. Donc, ça va être démo. En fait, c'est le fichier que je veux. Un tag. Donc ça, ce sera le petit tag du fichier. Donc je vais utiliser une variable CDS version qui sera le numéro du run. Et il me semble qu'il me faut quelque chose comme destination, mais je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'y mettre grand-chose. L'endroit où je veux le mettre, moi, je vais le laisser à la racine. Alors, il va me manquer juste peut-être ça. Voilà. Je vais faire un petit check parce que sinon, ça ne va pas marcher et puis ça va être moins drôle. Ça vous paraît bien? Si tu le dis. Bon, si je le dis. Ok, donc je vais retourner sur ma ligne de commande et puis bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un nouveau commit. Hein. Hop, on va réutiliser le même truc que tout à l'heure, hop, pour aller vite. Et puis je vais le pousser. Et là, on espère que je ne me suis pas trompé quand j'ai écrit ma syntaxe. Je refais un track et on va voir ce qui se passe. Donc là, en fait, il va essayer de scanner dans CDS pour voir s'il trouve mon commit. Alors là, je suis en local, donc là, c'est signe que ça marche. C'est que GitLab, en fait, essaie de cloner et il essaie d'avoir accès à mes creds. Au moins, je vois que ça marche. Donc en fait, il est en train de builder. Donc là, s'il a eu besoin des creds, c'est parce qu'il clonait. Donc l'étape de build est en cours, en fait. Est-ce qu'on voit? Tac, elle est passée. Donc là, il va enchaîner. Les autres font pas grand-chose, donc ça va vite. Hop. Hop. Et du coup, bah, ce que je vais faire avant de vous montrer lui, c'est que je vais télécharger, pourquoi pas, l'artefact que je viens de générer. Hop. Et pour le run 2, hop, je télécharge, j'ai un point démo, super. Il tourne Hello World, c'est génial. Dans lui, rapidement, à quoi ça peut ressembler. Voilà mon workflow. Et voilà ce qui s'est passé. On peut voir les logs rapidement, mais s'il y a des gens qui ont des questions, je pense vous pouvez y aller. Il reste 2 minutes pour les questions. Sinon, on est dispo sur le stand et là. Stand OVH, je pense qu'ils avaient deviné. Une minute. Sinon, vous pouvez nous retrouver à tous ces endroits-là. On a un guitare aussi. Oui, on a un guitare, on est dispo. Pour les aider à contribuer. Un peu long du coup, un peu long la démo du coup. Pourtant, elle est tellement courte.